C'est le débat de ce Smart Impact, l'univers de la joaillerie au programme avec Laurence Chevillon. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes délégué général de l'Union française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des pierres et des perles. Véronique Pellerin, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes DRH de la société Rubel et Ménaché. On va présenter vos organismes et entreprises respectives. C'est combien d'entreprises l'UFBJOP. Alors l'UFBJOP, donc c'est l'organisation professionnelle nationale représentant les acteurs de la bijouterie joaillerie en France, qui représente à peu près 200 membres. D'accord, 200 membres, c'est un secteur qui va bien? C'est un secteur qui se porte très bien, qui connaît une croissance continue depuis plusieurs dizaines d'années. Depuis d'ailleurs la dernière décennie, on a triplé le chiffre d'affaires de production en France. Donc c'est un secteur qui est extrêmement porteur, qui connaît une très forte employabilité et un chiffre d'affaires à l'exportation extrêmement élevé, avec une contribution à la balance commerciale de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Donc et un avec secteur se portant très bien. Très bien, et avec des enjeux de durabilité qu'on va explorer ensemble et auxquels vous répondez chez Rubel et Ménaché, parce que vous travaillez sur quoi, sur quel type de diamant? Parce que c'est ça, c'est le cœur de votre métier. Oui, alors nous sommes le diamantaire historique des maisons joaillières et horlogères. Donc, voilà. Notre mission, c'est de sélectionner des pierres, des diamants notamment, qui sont de qualité exceptionnelle. Et on aime à dire qu'elles sont 100% traçables. On parlait de durabilité tout à l'heure, j'entendais vos plateaux. Voilà, on est au cœur du sujet et on aime bien dire qu'en fait, nous militons pour le luxe responsable. Ça veut dire quoi, la traçabilité d'un diamant? Savoir d'où il vient, par où il passe. Comment il a été extrait. C'est tout son cheminement jusqu'à l'arrivée dans une vitrine des grandes maisons. Donc ça, c'est hyper important pour le client final et puis pour nous, en tout cas, dans notre positionnement. Le bilan, alors j'allais dire le bilan carbone, mais on peut dire ça comme ça, c'est un peu réducteur, mais quand on parle de durabilité dans un secteur comme le vôtre, ça veut dire quoi? Alors la durabilité dans le secteur de la joaillerie repose sur plusieurs composantes. Effectivement, la question du bilan carbone, elle est très importante, elle est très d'actualité, mais elle repose pas uniquement sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre. On est sur une filière et une industrie qui est globale. Donc, évidemment, à travers le monde, on retrouve des mines de diamants, de pierres de couleur, des communautés, des travailleurs. Ensuite, on trouve également des très hauts niveaux de savoir-faire dans tous les pays du monde. La France, évidemment, puisqu'on en parle aujourd'hui en tant qu'Union française, c'est le pays de référence de fabrication joaillière, de très haut niveau de savoir-faire traditionnel. Et en fait, la durabilité, elle vient à la fois en joaillerie adresser les sujets environnementaux, puisqu'il y a des forts sujets environnementaux au niveau des lieux d'extraction, naturellement, au niveau des mines. Il y a des forts sujets... Mais attendez, je vous arrête là-dessus, parce que, évidemment, la principale critique qu'on doit vous faire, c'est la question des mines, des conditions de travail dans ces mines, etc., etc. Donc, et c'est pour ça que la question de la traçabilité est importante. C'est-à-dire comment contrôler les conditions dans lesquelles les pierres précieuses sont extraites. Alors, c'est effectivement pas nécessairement une critique, puisqu'on a une filière qui s'est organisée il y a déjà 20 ans autour de la question, alors que c'était des sujets dont on ne parlait absolument pas il y a 20 ans. On a eu des entreprises dans le secteur extrêmement visionnaires qui se sont réunies et qui se sont dit écoutez, nous, on souhaite que la filière soit transparente et que le consommateur puisse avoir confiance dans l'industrie de la joaillerie. Donc, travaillons ensemble sur un référentiel de bonnes pratiques et élaborons ensemble le code des pratiques de la joaillerie responsable. Alors, il y a notamment cette Blue List qui est plutôt récente, qui répond à cette idée. C'est quoi la Blue List? Alors, la Blue List, elle s'inscrit dans le prolongement de cette volonté commune d'apporter de la cohérence au secteur en matière de durabilité. C'est-à-dire que depuis de très nombreuses années, on peut lire un peu partout de nombreuses allégations. Mon bijou est éthique, ma pierre est éco-friendly, sans savoir véritablement de quoi il s'agit. Donc la Blue List, ça a été véritablement un engagement du secteur à parler le même langage, à définir des termes,
avec des définitions claires et sans ambiguïté, pour que toutes les appellations qui ont trait à l'ESG, donc l'environnement, social et gouvernance, puissent être clairement entendues, intelligibles, et surtout on demande des preuves. D'accord, donc c'est une logique de transparence et de vérification. Est-ce que cette Blue List, elle répond à une demande d'une entreprise comme la vôtre? En tout cas, elle accompagne notre démarche et on est complètement engagé là-dedans. On fait partie, puisque Laurence te signalait, de ce code de conduite qui est régi par le RJC, quelque chose qui a été posé il y a très longtemps maintenant, 2010 il me semble par là. Alors oui, 2009 le premier code des conduites. 2009. Ouais. Nous on en est à notre 6e édition de certification, donc là on est dans un référentiel. Si on pouvait faire un petit peu le parallèle, aujourd'hui on a des normes ISO, mais là c'est beaucoup plus large et puis elles sont internationales, ces normes. C'est très compliqué compliqué au sens ça prend du temps de revoir. C'est une contrainte. C'est une opportunité, en tout cas pour nous, de revoir si on est effectivement bien aligné avec les droits. Est-ce qu'on respecte bien les droits de l'homme? Est-ce qu'on fait un trafic, on commerce, on ne fait pas du trafic et blanchiment d'argent. Et ça, c'est sur toute la chaîne de valeur. Donc, c'est hyper rassurant pour nos clients. Et rassurant aussi pour nos fournisseurs. C'est un label pour vous, la Blue List, d'une certaine façon? Est-ce que vous le vivez comme ça? C'est pas encore, peut-être pas encore ancré comme un label, puisque c'est assez récent, il me semble. Oui, c'est quand même assez récent, mais pour moi, la certification COP du RJC est quand même hyper structurante. Pourquoi vous dites que c'est pas sa vocation? Parce que sa vocation, c'est d'être un lexique. C'est pas un standard. Il existe déjà des standards. C'est pas une norme non plus. On va pas aller vérifier. C'est un guide de bonne pratique, c'est-à-dire que ça n'a pas de visée d'application obligatoire. C'est véritablement volontaire et c'est pour les acteurs de l'industrie qui souhaitent s'engager dans une démarche vertueuse et se dire en fait on est tous sur le même terrain de jeu, donc parlons le même langage, et si j'emploie cette terminologie, je m'engage justement à prouver les raisons pour lesquelles j'emploie cette terminologie. Mais personne va venir le vérifier. Si vous voulez, au sein de la Blue List, on va pas avoir d'audit. Mais il y a des outils qui permettent de vérifier justement, parce que vous dites nous on est engagé dans une démarche de traçabilité. Vous avez des labels qui vous permettent de le prouver et de le prouver notamment aux consommateurs. Alors aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettent, technologie Aura, blockchain. On a un certain nombre de choses qui nous permettent de certifier effectivement on respecte cette traçabilité. On a des preuves. Donc les outils existent et les preuves aussi, technologiques. Donc c'est un mouvement. Et ça vous permet vous aussi comment je peux dire ça, de vous rassurer ou de vous assurer que votre chaîne de valeur, vous la maîtrisez, quoi. Oui, totalement. Oui, pour nous c'est obligatoire. C'est un engagement qu'on a vis-à-vis de nos clients en tout cas. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des mines avec lesquelles vous ne travaillez plus, alors pas forcément depuis 6 mois, mais il y a quelques années, vous avez dit là on arrête, par exemple? Typiquement en Russie. On s'est dit ban sur la Russie, donc on arrête. Et les plus beaux diamants se trouvent en Russie. Mais ça, c'est une conséquence de la guerre en Ukraine? Oui, et puis c'est un engagement aussi de la filière, d'être là très aligné. Tout le monde est allé dans ce sens-là. Donc, il y a ce genre de choses. Après, c'est un commerce qui a énormément d'acteurs. Nous, on est un intermédiaire. D'où l'importance de la traçabilité. Tout à fait. Plus il y a d'acteurs, plus c'est compliqué de d'où l'importance les blockchains nous rassurent et la démarche est certifiée. Là. On va regarder quelques chiffres. Vous nous disiez que le secteur se porte bien. La joaillerie française affiche un chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de 2025 de plus de 5,5 milliards, 5,7 milliards d'euros, progression de plus 11%. Est-ce que je me place du côté des consommateurs, est-ce que ces arguments autour de la traçabilité, de la durabilité, ils rentrent vraiment en ligne de compte? Dans l'achat, je pense que c'est pas la raison première. Pour autant, ça deviendra sans doute à terme l'une des raisons d'achat, clairement. Tout ce qu'on a. D'abord, c'est d'abord le prix, c'est d'abord la beauté de la pierre, l'esthétique. Bien entendu, l'esthétique en premier lieu.
le pouvoir de la marque aussi, parce qu'on a un marché qui se structure autour de grandes maisons et de marques aussi qui amènent beaucoup de rêves et de désirs pour ce produit exceptionnel qu'est la joaillerie. Et puis, c'est un vecteur de transmission extrêmement puissant. Donc, dans ces vecteurs de transmission aussi, c'est qu'est-ce que comporte le bijou, c'est-à-dire quelle valeur elle vient véhiculer en fait. C'est extrêmement fort et sans doute le consommateur en quête d'authenticité ira chercher ce type de valeur dans la joaillerie et c'est ce que nous on s'efforce à faire. Donc on le fait pas forcément connaître au grand public parce que c'est absolument pas des arguments de vente en fait, on n'est pas dans du marketing. Ce qu'on cherche à faire véritablement c'est de faire les choses le mieux possible vraiment en back office et puis si on nous pose la question, on peut évidemment répondre et justifier si les consommateurs se posent les questions. Alors moi je pense que quand on fait les choses bien, il faut le faire savoir, même si c'est pas du marketing, et le faire savoir le plus possible parce qu'il y a un effet d'entraînement. Mais bon, ça c'est une vraie question sur ce qu'on affiche quand on a une démarche durable. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'entreprises qui hésitent à le faire en disant comme je ne fais pas tout parfaitement, je vais pas parler de ça parce que sinon on va venir me chercher sur un autre sur une de mes faiblesses. Je voudrais qu'on parle d'une initiative, d'un partenariat que Rubel et Ménaché a conclu avec la Fabrique Nomade. Oui. Alors, c'est quoi la Fabrique Nomade? C'est une association, c'est ça? Tout à fait, c'est une association, une très belle association qui est dans le cœur de Paris, dans le 12e. Et donc, on y retrouve en fait des artisans. Donc, vous allez retrouver des perlières, des costumières, des joailliers. Et donc, la typologie... Qui sont des migrants, des réfugiés, voilà, c'est ça? Des réfugiés migrants qu'on accompagne en fait sur 8 ou 9 mois. Nous, on leur donne une formation. Et par la suite, ils sont accompagnés pour trouver un travail. Et dans ce programme-là, on a eu la chance de collaborer pour intégrer un programme qui s'appelle Mentorat. Donc, on a accompagné une dizaine de personnes et jusqu'à l'emploi. Donc, on a fait des séances pendant 6 mois. Donc, on s'est vus, et tout ça sous un format bénévolat. Donc, des salariés volontaires se sont mis dans ce programme. Et tout le monde, en fait, a trouvé un sens extraordinaire à la démarche parce que, voilà, on se rend compte que finalement, on a beaucoup de chance, nous, de faire nos métiers. Et puis, voilà, c'est vraiment un beau partenariat et cette association, elle est fantastique. Franchement, il faut faire de la publicité. La Fabrique Nomade. Voilà, on en profite pour faire de la publicité pour cette association. Merci beaucoup à toutes les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact Champagne et durabilité au menu.